Bonjour à tous, je suis absolument ravie que vous m'ayez rejoint sur ma chaîne maternelle. J'avais très envie de partager avec vous aujourd'hui un sujet qui pour moi est plus que d'actualité, puisque en fait moi et mon mari on est en train de se projeter tout doucement dans le contexte de vie dans lequel on voudra faire évoluer notre fils et pour lui permettre au mieux de s'épanouir et de s'élever. Et je vous avoue que je vis des moments assez magiques parce que je me rends compte que c'est les choix qu'on fait aujourd'hui qui vont vraiment déterminer ce que sera sa vie future. Tout vous dire, j'ai surtout réfléchi au mode d'éducation qu'on voudra donner à notre enfant. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que le chemin qu'on empruntait en fait était directement inspiré de mon histoire et de mon expérience personnelle en tant qu'enfant. En réfléchissant bien, je crois qu'il n'y a pas grand monde autour de moi qui sait ce que l'expérience que je vais vous raconter. C'est qu'en fait j'ai fait quelques années de ce qu'on appelle le unschooling, c'est-à-dire d'être déscolarisée, de ne pas aller à l'école. Officiellement, c'était l'école à la maison, c'est-à-dire que j'ai fait le CNED pendant quelques années, mais c'était plutôt du nos règles, nos programmes. Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, je suis née à Metz il y a un petit peu plus de 26 ans. Et mes parents, ça faisait déjà très très longtemps qu'ils habitaient dans la région, dans l'est de la France. Et ils en ont eu marre un jour des conditions de vie, du mauvais temps, etc. Et leur idée, ça a été de nous faire déménager pour vivre à l'île de la Réunion. Truc complètement radical. Donc dans un premier temps, l'idée, ça n'a pas été de nous déscolariser, mais de nous mettre à l'école, en fait, ailleurs, donc à l'île de la Réunion. On a fait pas mal de petits déménagements, on a testé pas mal de petits endroits, on a voyagé dans plusieurs coins différents. Et donc je suis arrivée à 5 ans à l'île de la Réunion. J'avais déjà été en maternelle avant et j'ai testé le CP à la Réunion. Et alors là, autant vous dire que ça n'avait absolument rien à voir. L'ambiance, les rythmes, les maîtres, les maîtresses, les élèves, l'ambiance était vraiment... ça n'avait rien à voir avec les écoles que j'avais vues avant. J'en avais vu qu'une, hein, pour le coup. Mais voilà, avec mon expérience après, je sais que c'est quand même pas du tout pareil. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus, même d'une certaine manière, plus cadré, même s'il y a entre guillemets moins d'interdits, moins de règles, mais en tout cas, c'était déjà pas du tout la même ambiance. On n'allait pas, enfin moi en tout cas, je n'allais pas à l'école comme j'y allais dans l'état d'esprit où j'y allais en France, c'est-à-dire comme une contrainte, où j'étais vraiment assise tout le temps, tout ça, devoir vraiment me concentrer sur ce qu'il y avait sur mon bureau. Et déjà, voilà, déjà je prenais beaucoup plus de plaisir à aller à l'école à l'île de la Réunion qu'en France du coup. Alors j'y suis pas restée très longtemps parce que donc moi j'étais avec mes parents et mes deux frères qui ont environ 3 4 ans de plus que moi. Et j'y suis pas restée très longtemps, juste un mois et demi à peu près, parce que mes parents se sont rendus compte que c'était peut-être pas le milieu idéal pour nous pour évoluer. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être idéalisé un petit peu la chose, voilà, les îles, le rythme est plus cool, on peut laisser les enfants plus libres, etc. Mais au final, ils ont peut-être trouvé que c'était un petit peu mort aussi. Ils avaient peut-être envie de nous offrir autre chose, une autre enfance avec plus d'activités, avec plus de mouvements. J'ai reparlé récemment avec ma maman de mon enfance, enfin justement de cette petite épopée scolaire qu'on a fait. Et je lui ai demandé est-ce que c'était parce qu'on a bougé, enfin, parce qu'on a déménagé que tu as voulu nous déscolariser, parce qu'après on a été déscolarisé, mais je vais vous expliquer. Donc est-ce que c'est parce qu'on a déménagé ou est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas qu'on soit dans une école standard? Et en fait elle m'a confié que pour elle, elle trouvait que le système scolaire enfin, voilà, que c'était une aberration, qu'elle est contre les besoins de l'enfant. Elle avait mal au cœur de devoir nous réveiller tous les matins, voilà, de devoir nous faire habiller alors qu'on était encore crevés, de nous faire aller à l'école dans le froid ou sous la pluie, ou voilà. Donc pour elle, si vous voulez, elle a fait un petit peu du deux en un. Elle s'est dit, je veux pas que mes enfants grandissent brimés, et je veux qu'ils puissent être complètement libres de leurs mouvements, faire ce qu'ils ont envie, expérimenter ce qu'ils ont envie.
Et c'est drôle parce que pour le coup, je m'en étais pas forcément trop rendu compte avant, mais je la trouve assez avant-gardiste. Mon papa apparemment était un petit peu plus réticent, parce qu'il avait tout simplement peur qu'on n'ait pas un parcours scolaire entre guillemets normal, qu'on n'ait pas les bases qu'il faut, qu'on puisse pas faire les études qu'on voulait, que voilà, qu'on soit abrimé aussi dans notre sociabilité. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à être déscolarisé? C'est qu'après cette expérience à La Réunion qui du coup n'a pas abouti comme mes parents l'avaient projeté, on est rentré en France. On a encore une fois déménagé, cherché un petit peu notre coin. Bon, mes parents sont des fous de soleil, de beau temps, donc ils sont passés de l'Est au Sud. Et dans le Sud, j'ai été scolarisée 2 ans, de l'âge de mes 6 à 8 ans. Et donc j'ai fait ma CE2 CM1, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, CE2 CM1. Et au bout de 2 ans, mes parents en ont eu marre. Et ils se sont dit, bon allez, on retente un petit peu l'aventure. Et à ce moment-là, ils se sont dit, on a envie de faire un genre de tour du monde qui, bah, a priori, était plutôt un tour des îles ou plutôt un tour de l'océan Indien. Parce que c'est vraiment des coins qu'ils avaient envie de découvrir, des coins dans lesquels ils se sentaient bien. Et donc pendant 1 an, ma mère, à ce moment-là, a décidé de nous inscrire au CNED. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait, c'est vraiment un peu la définition de l'école à la maison. C'est l'école qui vient à la maison, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas des professeurs, mais qu'on reçoit des livres de cours, c'est nos parents qui nous enseignent, on a des devoirs et on a des contrôles. Alors je ne sais pas comment la plupart des enfants pratiquent le CNED, mais à mon avis, pas comme nous. C'est-à-dire que les moments où on travaillait sur nos livres d'école, c'était des moments... clairement, c'était les moments chiants de la journée, c'était la corvée, c'était là où il fallait s'attabler voilà, tous ensemble pour travailler à nos différents niveaux. Et c'était chiant, parce que quelque part, quand on est à l'école toute la journée, on est déjà un petit peu stimulé pour continuer à travailler. Quand on est totalement libre de nos journées, quand on est un enfant qui peut jouer, expérimenter autant qu'il veut, qui fait des randonnées, qui fait des voilà, qui a vraiment pas, qui est comme en grandes vacances en fait, voilà, c'est comme si c'était les grandes vacances mais tout le temps, de devoir s'astreindre à travailler 1 heure parce qu'on est obligé ou 2, ben c'était vraiment les moments, voilà, les moments chiants de la journée. Et ma maman nous aidait beaucoup pour qu'on avance le plus vite possible et qu'on soit débarrassé et qu'on puisse en fait faire ce qui nous plaisait. C'était pour rester dans un circuit entre guillemets légal. Et je me suis très très vite rendu compte que là où j'avais le plus appris, c'était pas à l'école. Même déjà avant, parce que j'avais déjà eu un tout petit parcours scolaire, c'était une première partie de mon enfance, mais je me suis vite rendu compte que les moments où on apprenait, eh ben, c'était les moments où on avait envie de s'intéresser à quelque chose spontanément, naturellement. On ne s'intéressait pas forcément aux mêmes choses en même temps, moi et mes 2 frères, mais au moment où on allait naturellement vers quelque chose, ben là, ça nous rentrait dans la tête et ça n'en partait plus jamais et c'était complètement naturel. Et on ne faisait pas de différence à ce moment-là entre le travail et le jeu. Ma maman, quand j'y pense, c'était une petite maline parce que c'est une grande fan de lecture, d'écriture, de français, tout ça. Et elle trimballait toujours avec elle son petit Becherel. On faisait, moi et mes 2 frères, des concours de dictée, alors que même qu'on n'avait pas le même niveau. On faisait des concours de dictée où le premier avait tant de points, tout ça. Et en fait, pour nous, ça faisait pas partie du programme scolaire. C'est-à-dire, c'était un courant dans lequel on baignait. Moi, dès que j'ai su lire, je suis devenue complètement dingue de lecture. Mais encore une fois, ce qui m'a vraiment appris à lire, en fait, ce n'est pas l'école. Réellement, j'ai eu quelques bases comme tous les enfants. Mais ce qui m'a vraiment appris à lire, en fait, c'est pas que j'ai appris à l'école. C'est que mon grand frère lisait des BD. Des BD que moi, j'adorais parce qu'elles existaient aussi en dessin animé. Et j'avais tellement envie de les lire et j'avais tellement envie de les dévorer. Il avait une bibliothèque immense avec des centaines de livres. J'avais envie de les bouffer. Et le seul moyen pour les bouffer, bah, il fallait que je sache lire. Donc en fait, c'est ça qui m'a motivée à lire. Et c'est un des nombreux exemples donc, que je suis en train de vous donner, que je vais vous donner, pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas, comment dire,
c'est vraiment l'enthousiasme d'apprendre qui fait que déjà on a envie d'apprendre et en plus on apprend, on retient et on en développe une grande joie, une grande passion. Donc on a fait cette année de tour du monde, on était au CNED, on a vraiment expérimenté le maximum de choses. Moi tout doucement, voilà, je sais que les premières choses pour lesquelles je me suis passionnée, en fait je passais de passion en passion. C'est les enfants, je pense que si on les laisse faire, c'est une théorie que j'ai parce que c'est vrai que je n'ai pas trop creusé sur la question, mais je pense qu'un enfant, si on le laisse faire, il passe de passion en passion, d'obsession en obsession. Et c'est ça en fait qui le fait apprendre, qui le nourrit, qui le remplit. Et le système scolaire pour moi a tendance à... Enfin, pour moi on ne peut pas avoir... on n'a qu'une énergie et on ne peut pas l'utiliser à la fois pour se concentrer sur des choses qui ne nous intéressent pas, pour rester assis sur un fauteuil alors que voilà, on a juste envie de faire autre chose, de courir, de jouer, de bouger dans tous les sens parce que les enfants, hein, ils ont aussi besoin d'expérimenter leur corps et ça à tout âge jusqu'à une certaine maturité, même encore des fois maintenant. Hein. Si cette énergie est prise pour ça, pour être voilà, brimée d'une certaine manière, l'enfant ne peut pas découvrir ses passions, c'est très compliqué. C'est sûr qu'il y a en dehors de l'école, qu'on passe pas toute notre vie à l'école, mais on y passe quand même un grand moment. On y passe beaucoup de temps, c'est très fatigant pour un enfant de s'astreindre à rester assis, concentré sur quelque chose qu'il n'aurait la plupart du temps pas fait naturellement. Quand il rentre, souvent il a des devoirs et c'est très très compliqué de trouver beaucoup de temps pour faire autre chose. Tout ça pour dire que j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir expérimenter voilà, cette non-école, de dire ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps libre? Et ben on se dirige naturellement vers ce qui nous appelle et vers ce qui... Ouais, tout simplement, c'est des élans comme ça naturels. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais perdu parce que même les années où j'ai été à l'école, je n'ai jamais fonctionné autrement que comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, mais je me souviens qu'une de mes premières passions que j'ai développées dans les îles, la toute première, c'était la lecture et l'écriture, mais ça c'était un petit peu avant, ça c'était c'était après l'île de la Réunion, quand je suis rentrée en France et que j'ai appris à lire. Et en fait, l'écriture est venue très très naturellement parce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai su écrire, j'avais tellement de choses qui me passaient par la tête, j'avais tellement de choses à dire, j'avais tellement de choses à raconter, et je trouvais que la vie était tellement remplie de choses qu'en fait on était obligé de se décharger d'une certaine manière. Donc j'ai comme mis un point d'honneur, j'ai commencé un journal intime de petite fille, voilà, avec mes interrogations de petite fille, mes pensées de petite fille. Et je l'ai continué, enfin j'ai noté pratiquement chaque jour de ma vie jusqu'à mes 19 ans. C'était mon truc, c'était d'écrire ma vie en fait. Ça c'était ma première grande passion, celle que j'ai développée dans les îles, et c'est là que c'est amusant, parce que c'est des choses qui font aujourd'hui vraiment partie de mon paysage quotidien. En fait, on avait un petit magnétophone, enfin c'était un magnétophone, mais qui faisait aussi Walkman, c'est-à-dire qu'on pouvait écouter des cassettes audio. Et c'était super bien parce que nous, on était comme des fous devant ça, comme si c'était un truc de technologie incroyable. Bon, à l'époque, c'était un peu ça, parce que les magnétophones, on n'en avait jamais vu de notre vie. Et alors moi, j'ai développé vraiment ma première passion pour l'écoute de la musique à ce moment-là, parce que je pouvais passer des journées à ne faire que ça, à écouter, écouter. Ça pouvait être les mêmes chansons, ça pouvait être les mêmes cassettes, et puis forcément, comme un enfant qui remet son dessin animé en boucle, je mettais mes cassettes audio en boucle. Et c'est aussi à ce moment-là, puisque c'était un magnétophone, on achetait des cassettes vierges, on les mettait dans notre magnétophone, et puis en fait on s'amusait avec mes frères à improviser des sketchs à la con. On était très très fans des comiques comme Les Inconnus ou Les Nuls ou tout ça, et du coup on avait vraiment envie de refaire vous savez, des publicités, des parodies, des conneries, mais on en a dit, on en a fait, enfin, c'était une période quand même assez drôle, cette découverte de ce magnétophone, mais ça nous a tenu bien 6 mois en haleine, hein, ce petit objet-là. Et la même année, j'ai découvert aussi une passion qui quelque part m'a jamais trop quittée, même si j'ai jamais vraiment pu l'expérimenter parce que j'estime que je n'en ai pas la technique. En fait, c'est de prendre des photos, de faire de la photo.
parce que tout simplement, mon papa m'avait acheté un petit appareil photo donc, qui se mettait en collier. C'était un petit appareil photo Panda. Et en fait, comme on allait faire plein de randonnées, plein d'excursions, tout ça dans des endroits sublimes, parce que c'est pas un scoop si je vous dis que l'île de la Réunion, l'île Maurice, tout ça, c'est des endroits, enfin on a des coins de nature absolument sublimes. On faisait des randonnées de malades et en fait moi ma passion c'était de prendre ma famille en photo, voilà. Bon, j'imagine qu'on voyait pas grand chose à l'époque, mais en tout cas c'est vraiment un objet pareil qui était presque... C'était presque un objet que j'idolâtrais. Voilà, si je l'avais pas, je pouvais faire des caprices. Pour revenir aussi à l'histoire du français, des jeux qu'on faisait, tout ça, les concours de dictée, tout ça. Moi, il y a une anecdote dont je me suis souvenue en préparant cette vidéo qui m'a fait bien rire. C'est que je me souviens qu'un jour, enfin, j'étais un peu fan des verbes, de réciter les verbes, des temps, des conjugaisons, de tout ça. Et en fait, on se les faisait réciter entre frères et sœurs et ma mère me les faisait réciter. Et quand vraiment personne ne pouvait, bah, c'était mon père. Mais mon père, il avait autre chose à foutre, il bronzait sur la terrasse, il nous faisait à bouffer. Et généralement, il se la foutait sur l'oreille. Je me souviens, généralement, je récitais les verbes avec mon frère aîné. Enfin, c'est lui qui me faisait réciter mes verbes. Et une fois, on était en pleine randonnée. Et je me suis mis dans un état de crise de nerfs, vraiment comme un gamin qui veut un jouet au supermarché, que son parent lui dit non, à se rouler par terre. Bon, je ne me roulais pas par terre parce que je pense que j'étais pas non plus dans cet extrême-là, j'ai jamais été ultra colérique, j'étais très très soupe au lait, mais j'étais pas trop colérique non plus. Mais voilà, je me suis mis dans un état de crise de nerfs, je me suis mise à pleurer comme une folle. Parce qu'en fait, mon frère faisait réciter, puis je lui disais dis-moi un verbe que je sais pas, que je connais pas. C'était un jeu. Et au bout d'un moment, au bout de 10 verbes, 15 verbes, 20 verbes, m'a dit écoute, ça m'énerve, j'ai plus envie. Moi, je dis mais si, je vais réciter. Alors, je demande à ma maman prend le relais avec toute sa gentillesse. Donc, on était en train de marcher, elle avait son bécherel, et au bout d'un moment, bah, elle m'a dit comme mon frère oh bah écoute, non, écoute, moi j'ai plus envie. Puis elle a passé à mon papa et mon papa, bah, il a dit écoute, on va peut-être arrêter, là on va faire ci, on va faire ça, machin. Et j'ai fait vraiment une colère pour, parce que j'avais pas envie de m'arrêter. Et je pense que si des gamins de mon âge qui allaient à l'école, enfin normalement ils m'avaient vu faire une crise pour pouvoir réciter des verbes, je pense qu'ils auraient été morts de rire. Donc après cette année d'expérimentation là, nous sommes de nouveau rentrés en France. Mes parents se sont installés dans le sud de la France avec nous, hein, ils nous ont pris accessoirement. Et ils ont décidé de nous faire reprendre l'école à la rentrée prochaine. Et là, je vous assure, ça a été une descente aux enfers pour moi. Parce que déjà, je me suis retrouvée dans une forme d'hostilité avec les autres élèves. Parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout dans mon état d'esprit. C'était des enfants qui étaient un petit peu... il y avait un côté loi de la jungle dans l'école où j'étais. C'était dans le sud, à Cannes. Et voilà, à Cannes, bah, c'est sûr que si tu t'habilles pas bien, si ton papa il a pas une belle voiture, s'il a pas un bon travail, une bonne situation, si t'as pas une belle maison avec une belle piscine, je caricature, mais enfin franchement, les enfants, ils étaient à peu près limités à ça. Et c'était des concours, c'était déjà des concours à ce niveau-là. Enfin, c'était hallucinant. J'étais quand même une gamine très très atypique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'hypersensibilité, vous savez que bon, j'ai pas toujours été très très normale, mais je ramenais mes livres à lire pendant les récréations, au déjeuner, tout ça. Enfin, j'étais vraiment une gamine atypique, donc c'était, je pense, un peu difficile pour les autres élèves de me voir en peinture. Et surtout, je suis passée d'un mode de vie où en fait je n'avais pas d'horaire d'une certaine manière, où j'avais pas d'horaire ni pour manger, ni pour me coucher, ni pour travailler, ni pour jouer, ni pour rien. Je faisais vraiment ce que je ressentais. Tu t'assois, tu dis rien, faut demander la permission pour faire un pauvre pipi. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment le jour et la nuit. Et je me suis retrouvée beaucoup en dépression. Et en fait, le seul truc qui arrivait, qui a réussi, bon, les années où j'ai repris l'école, à me, comment dire,
à me décharger un peu, à me faire du bien, c'était qu'une fois que j'étais à la maison, une fois que j'avais fini les devoirs, en fait, je me mettais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand donc je ne faisais pas l'école. Et je me suis mise à développer plein de passions. J'ai refait exactement ce que je vous décrivais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que je me laissais guider vers ce qui m'attirait et j'expérimentais, mais à en vomir, quoi. L'année où je suis rentrée, déjà j'ai découvert une de mes grandes passions qui était le dessin. Enfin, je dessinais déjà avant, à peu près en même temps que j'ai appris en même temps que j'ai appris à lire et à écrire. J'avais commencé à dessiner parce que ma sœur dessinait extrêmement bien. Et une fois, je me souviens, ben voilà, parce que j'avais eu tellement envie de faire comme elle, j'avais tellement envie de faire les mêmes dessins avec les mêmes techniques, tout ça, qu'une fois, j'ai dessiné, enfin, j'ai fait un dessin, j'ai reproduit une couverture de Disney, je me souviens que c'était La Belle au bois dormant. J'ai donné ça à ma mère, j'ai pas eu le temps de lui dire que c'était moi, elle m'a dit « Ah la vache, ta sœur, elle a vachement bien réussi celui-là ». Et puis bon, faut savoir que ma sœur a 13 ans de plus que moi. Et qu'elle est quand même forte en dessin, donc c'était un sacré compliment pour moi. Et là, je lui ai dit non, mais en fait, c'est moi. Et là, elle m'a regardée en mode d'accord, nous avons un génie dans la famille. Oui, sauf que c'est pas un génie, c'est une enfant qui, tout simplement, s'est laissée guider par son instinct d'enfant, s'est laissée guider par sa passion et tout simplement a voulu aller au bout de son trip. Et c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc le dessin, c'est une passion qui a mis longtemps avant de me quitter. Au fur et à mesure du temps, j'ai eu de plus en plus de mal à dessiner parce que comme je perçois de moins en moins bien l'espace, en fait, j'ai dû déjà vous parler un petit peu de mon handicap sur une autre vidéo. Je perçois de moins en moins bien l'espace, donc en fait, je perçois aussi très mal quand je dessine. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc, j'ai commencé à développer cette passion pour le dessin. Ah, il y a un bébé qui pleure. Mon ange. Désolée, une urgence maternelle féline. Donc je vous disais, l'année où j'ai voulu réexpérimenter pas mal de choses, donc avec l'école en parallèle, je me suis remis à fond sur le dessin. Je me rappelle même que j'avais gagné un concours assez hard où il y avait des pointures et j'étais super fière de moi parce que je pensais pas du tout, avec si peu de technique en ayant expérimenté que moi sans cours de dessin, pouvoir arriver à gagner un concours pareil. Et j'étais super fière de moi, mes parents aussi. Et en fait, je me rendais compte, j'allais tout doucement vers les choses qui m'attiraient naturellement. Je ne pensais pas à me dire ça c'est du travail, ça c'est de la contrainte et ça c'est du jeu. Pour moi, tout était pareil, sauf bien sûr ce que je faisais à l'école. D'ailleurs, pour vous dire, et je pense que beaucoup de gens sont là, on ne retient pas grand-chose de l'école. On retient vraiment une infime partie des cours qu'on reçoit. On va le retenir pendant un petit moment, le temps de passer des contrôles, mais il y a toujours un moment où ça se désimprime parce que tout simplement, c'est pas comme ça au niveau neuro, c'est pas comme ça qu'on apprend. Tandis que tout ce que j'ai appris naturellement dans la joie, c'est des choses qui font partie de moi et voilà, c'est comme si c'était imprimé dans mon corps. Donc cette année-là, j'ai eu très envie d'apprendre la couture parce que je voyais toujours la grosse boîte à couture de ma mère, je la voyais toujours réparer des trucs, faire des ourlets, des machins. Donc j'ai eu très envie un soir d'apprendre comment on faisait. Et puis j'ai chopé le coup en 5 minutes et puis après, c'était bon. J'ai demandé du jour au lendemain à ma grand-mère de m'apprendre le tricot. Pareil, elle est venue vraiment quand j'avais l'élan de faire ça, au moment où elle m'a montré, j'ai pris le coup, je me suis plus jamais arrêtée. Si après je me suis arrêtée quelques années dans ma vie d'adulte, mais je veux dire, j'ai tricoté super longtemps. J'étais vraiment la tricoteuse, quoi. J'ai aussi demandé à mon père de m'apprendre comment fabriquer des meubles en bois, des choses comme ça. J'avais très envie, donc j'avais 10 ans à l'époque. J'ai très envie de savoir faire par exemple une cabane à oiseaux, une maison de poupée, savoir planter un clou, savoir coller du bois, des trucs vraiment manuels. En fait, tout ce qui m'attirait, j'allais vers et puis voilà. La musique, pareil, c'est venu un petit peu après, mais c'est vraiment, j'écoutais mes obsessions, j'écoutais mes élans, j'écoutais mes passions. Et je pense que
si j'avais été, enfin si j'avais pas eu cette coupure à l'âge de 5 ans, d'avoir déjà un autre rythme, où on faisait déjà voilà, d'autres choses que simplement l'école, et bien je pense que j'aurais pas vraiment pu découvrir mes capacités, expérimenter à ma sauce. Ensuite, pour vous finir un petit peu mon parcours scolaire, donc après ces 2 années retournées en France, mes parents en ont eu marre de nouveau, en ont eu marre de la mentalité française, des rythmes, de tout ça. Et ils ont voulu qu'on reparte encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était 6 mois dans les îles. Et donc, on est reparti. Et c'était exactement comme la première année au CNED, c'est-à-dire que on faisait le CNED, mais euh, voilà, pas vraiment non plus. Et donc on a eu tout le temps qu'on voulait pour expérimenter, pour bouger, pour voyager. On faisait des parcours de santé, on faisait du sport avec nos parents, on faisait pas mal de choses. Et après 6 mois, nous sommes rentrés en France. Et donc j'ai fini cette année scolaire, c'était ma 6e, j'ai fini cette année scolaire à la maison, donc toujours dans ce même esprit-là. Et là, c'était le drame. Je suis rentrée en classe de 5e, sans avoir fait ma 6e, dans une école que je ne connaissais absolument pas. J'en ai fait pas mal, hein, des écoles en tout, j'ai dû en faire une bonne dizaine, mais en gros, voilà, dans une école que je ne connaissais pas. Et là, c'était vraiment le drame. Pas tout de suite, parce que... Alors, c'est aussi un sujet dont j'ai discuté avec ma mère. Si vous voulez, j'étais très forte en 5e. Pour une raison qui est très simple, c'est que comme on baignait un petit peu dans les mêmes cours avec mes frères et qu'eux avaient 3 classes d'avance par rapport à moi, du coup je pense que j'avais des bases, ne serait-ce que d'expression, c'est-à-dire que je dis souvent un truc à mes amis qui les fait rire, en tout cas je commence un petit peu à m'en souvenir, c'est que quand j'avais 10-11 ans, je parlais au niveau de mon vocabulaire, je parlais mieux que maintenant. C'est-à-dire que j'ai une maman qui est, comme je le disais, très fan du français. C'est une femme qui parle très bien, qui a une voix qui est très posée, qui a un très beau vocabulaire, qui lit aussi des livres, entre guillemets, un peu bourgeois, où on s'exprime bien, où voilà, on a enfin, des choses, comment dire, par exemple, ne serait-ce que dans La Comtesse de Ségur, ces choses comme ça, même si c'est pas ça qu'elle lisait, mais c'est les premiers livres qu'elle m'a fait lire, par exemple. Donc on avait un vocabulaire qui était extrêmement élaboré. Et en fait, j'ai appris pour m'intégrer à parler mal. Bon, là, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont rigoler aussi. J'ai appris les expressions des jeunes, j'ai appris à être un peu moins assurée dans ma façon de parler, à tel point qu'à un moment donné, en fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu et c'est moi qui me suis mise à perdre entre guillemets, mon vocabulaire. J'ai commencé à apprendre à parler mal parce que des fois, je disais des phrases qui pour moi étaient totalement simples et pas du tout travaillées, rien du tout. C'était des choses que je disais au quotidien, telles que j'estime que, voilà, rien que ça, toute la classe se retournait sur moi et était morte de rire. Et en fait, cette année, ça a été vraiment les doigts dans le nez pour moi parce que même si je n'aimais pas le système scolaire en tant que, finalement, tous les cours qu'on abordait, moi, je les connaissais plus ou moins. On avait quand même, d'une certaine manière, une très très belle culture. On s'intéressait à beaucoup de choses, on regardait beaucoup de films, on travaillait. Il nous arrivait voilà, de lire des histoires sur des passages d'histoire, des trucs de maths, des trucs de sciences, mais dans des conditions pas du tout les mêmes que quand on est à l'école. Par exemple, on pouvait aller à la plage et ma maman avait son bouquin, elle nous faisait lire, elle nous faisait réciter. C'était absolument génial comme façon de faire. Donc j'avais des acquis qui était quelque part un petit peu plus que mon âge, donc j'ai fini en quelques mois première de ma classe, mais parce que c'était déjà intégré pour moi. Et quand je suis retombée dans les clous de mon véritable niveau, c'est-à-dire en passant à la classe d'après, je me suis rendu compte qu'en fait, la méthode normale qu'on emploie à l'école, je ne la comprenais pas du tout. J'étais complètement larguée. Et je me suis rendu compte que je ramais, que j'étais pas capable d'apprendre avec un travail qu'on m'imposait. Je n'y arrivais pas, c'était vraiment pas possible pour moi. Donc en début de 4e, j'ai demandé à mes parents, comme ils savaient que j'étais très artiste et que je touchais à tout, je leur ai dit est-ce que vous pensez qu'on peut me déscolariser
et que je fasse des activités comme on ferait les activités extrascolaires, mais c'est-à-dire du dessin, du théâtre, de la danse, du chant, voilà, tout ce que je pouvais faire, et qu'en fait je sois un petit peu comme les enfants qui font une école d'art et qui ont le CNED à côté par exemple. Voilà, donc je leur ai demandé si on pouvait me réinscrire au CNED. Et pendant 6 mois de nouveau, j'ai vécu cette vie, voilà, à écouter mes élans, etc. Je suis revenue à l'école au bout de 6 mois parce que ça se passait pas très très bien. Mes parents étaient un petit peu moins derrière moi qu'avant. Et en rentrant en classe, en fait, je me suis pété la gueule. La moitié de la quatrième, puis toute la troisième, ça continuait en chute libre, en chute libre. Et je suis passée progressivement de première de ma classe, d'une enfant quand même très enthousiaste d'apprendre, à une enfant qui était de plus en plus, enfin une adolescente qui était de plus en plus brimée, qui s'abrutissait pour réussir à ne pas être moquée, à être acceptée par les autres, pour finalement finir dernière de ma classe en début d'année de seconde. Et alors là, ça a fait très 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 mal. Alors pas parce que j'étais dernière, perso je m'en fichais un petit peu parce que c'était pas ça. Déjà moi dans mon cœur c'était pas ça qui faisait ma valeur. Puis mes parents n'ont jamais vraiment tenu rigueur de mes notes, ils n'ont jamais été méchants à ce niveau-là ou donné des punitions ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'avais l'impression que j'étais en train, comme un poisson qu'on sort de l'eau, qui est en apnée, en apnée, en apnée, et à un moment donné j'ai éclaté dans ma tête. Je passais tout mon temps dans les cours à écrire des vers, des poésies, des partitions, des machins. Je ne pouvais pas faire... je faisais semblant de travailler et j'y arrivais pas. Et en fait, j'écrivais à la place. Le seule chose que je pouvais faire, c'était dessiner, écrire, composer dans un petit coin. Il n'y a que ça que je pouvais faire. En classe, à la récré, au midi, enfin le midi, c'était vraiment que ça que j'arrivais à faire sortir de moi. Et en fait, je me sentais vraiment de plus en plus étouffée, de plus en plus mal. Et à 15 ans, à 15 ans et demi, allez, aux 3 mois de mon année de seconde, en fait, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle une phobie scolaire, c'est-à-dire que je faisais des crises d'angoisse rien qu'à l'idée d'aller à l'école. Et une fois que j'étais en classe, je respirais plus, j'étais sur le bureau. Je respirais comme ça et puis je demandais toujours, je levais la main, je disais excusez-moi, est-ce que je peux sortir? Mais des fois j'arrivais, au bout de 2-3 minutes, j'étais déjà comme ça. C'était comme si en fait je savais que j'allais être, je sais pas, admettons, quelqu'un qui respire pas bien ou qui est claustrophobe et qui se retrouve dans une voiture et qui sait qu'il est sur le périph' à Paris et qu'il va pas pouvoir sortir pendant 4 heures de sa bagnole alors qu'il a besoin d'air frais. Et bien moi j'étais comme ça, là, j'étais comme ça dans la classe et puis je m'accrochais à mon bureau et puis je demandais à sortir. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, j'appelais mon père en pleurs en lui disant je t'en supplie, tu peux venir me chercher, je peux plus, j'y arrive plus. Donc mon père venait me chercher et après pareil, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, je pleurais entre midi en lui disant je t'en supplie, je ne veux pas retourner à l'école, je ne veux pas y retourner. Sauf que voilà, il fallait bien d'une certaine manière que je finisse mon année, mais j'étais tellement mal en point, j'allais dire de toute façon que mes parents m'ont dit écoute, on va pas la torturer plus, on va la retirer de l'école et puis c'est tout. Et voilà où s'est arrêté mon parcours scolaire. Je n'ai passé ni mon brevet, je n'ai passé ni mon brevet ni mon bac. Je peux vous dire que je n'ai jamais plus appris dans toute ma vie. Même si j'ai appris beaucoup de choses en étant enfant, je n'ai jamais plus appris dans toute ma vie qu'au moment où j'ai arrêté d'aller à l'école. Parce qu'en fait, je n'ai plus fait les choses que par passion. J'ai eu la chance et malchance d'avoir aussi ce handicap qui me limite beaucoup, qui fait que je ne pouvais pas être comme d'autres jeunes, travailler comme j'aurais voulu, voilà, faire un petit boulot, quoi que ce soit. Je ne pouvais pas, j'étais confinée chez moi à faire un petit peu ce que je pouvais. Et vous savez, j'ai longtemps cru que ça avait été une malchance d'avoir été éduquée comme ça, c'est-à-dire d'avoir été éduquée dans une forme d'incohérence, puisque un coup scolarisé, un coup plus scolarisé, un coup une école, un coup un endroit, un coup un autre, etc. Surtout que moi, je me souviens très bien de ce que je voulais quand on est parti à La Réunion la première fois, quand j'avais 5 ans. J'étais vraiment, comment dire, j'avais besoin de garder mes repères. J'ai été élevée en partie par ma grande sœur. J'avais besoin de ma maison d'enfance, de ma petite école maternelle, de mes petits copains que j'avais à l'école, de ma famille puisqu'on habitait tous à proximité. Et j'ai longtemps pris ça comme une malchance et je me suis rendu compte uniquement à l'âge adulte. Mais alors,
bien avancé, hein, ça date de quelques années, c'est assez récent, que ça m'avait tellement servi à devenir ce que j'étais. Et quand je dis ce que j'étais, je ne veux pas dire que je suis quelqu'un d'incroyable, ça veut dire simplement d'être qui je suis, moi. Voilà, comme l'autre est qui il est, sauf que euh, je pense que quand on est brimé à faire quelque chose qu'on ne veut pas, parce qu'on est dans un monde, à une époque, dans une société où on n'a pas le choix, il faut travailler, il faut être carré, il faut se sacrifier en permanence. Et j'ai longtemps cru que ça serait un frein pour moi pour grandir, pour arriver à être stable dans ma vie future. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres facteurs qui n'ont absolument rien à voir avec ça, qui font que j'ai mis beaucoup de temps à devenir stable en tant qu'adulte. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse, c'est une immense force. Parce que j'ai appris à me connaître, parce que je connais mes limites, parce que je connais mes compétences, parce que je sais les choses qui m'attirent, je sais les choses qui m'attirent moins. Je me suis regardée évoluer et j'ai pris le temps dans un calme, enfin d'avoir dans une forme de calme, de me regarder évoluer. Donc c'est tous ces petits ingrédients qui font que j'ai pu vraiment épanouir la petite graine que j'étais et devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que si j'avais été trop longtemps brimée, trop longtemps obligée, trop longtemps tout ça, ben peut-être que j'aurais pas découvert le quart de mes capacités, de ce que j'ai envie de donner au monde, de ce que j'ai envie de donner à ma famille, de ce que j'ai envie moi aussi de prendre, de qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie d'être nourrie dans ma vie. Donc si je devais faire un petit, comment dire, un petit check-up de ce qui a été positif, négatif. Donc positif, je viens de vous l'expliquer. Mais le négatif, je dirais que ça a été l'incohérence, c'est-à-dire de faire des montagnes russes. Avec le recul, moi, ça m'a permis de comparer les deux. Je suis un être, unique, comme tout le monde, comme chacun est un être unique. Donc, mon expérience ne sera jamais celle d'un autre enfant. Mais moi, dans mon expérience, ça m'a permis de comparer ce que ça faisait d'être scolarisé avec des règles, des obligations d'apprendre des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre, ou pas à ce moment-là, ou pas de cette façon-là. Et justement, d'expérimenter à côté la liberté d'être, d'écouter ses élans, etc. Et l'autre chose, l'autre point négatif, c'est que nous avons plus ou moins, en tout cas, certaines périodes de notre vie été élevées en vase clos, c'est-à-dire on a fait effectivement l'école à la maison ou des apprentissages autonomes, mais en étant complètement enfermé dans notre cercle familial, dans notre petite maison. Et c'est là où c'est très nocif pour moi, même peut-être plus nocif que le fait d'aller à l'école et d'avoir des contraintes. Aujourd'hui, comme beaucoup le savent, je suis complètement passionnée de métaphysique. Je pense que c'est en grande partie dû à ma sensibilité, parce que ça m'a permis justement dans ces moments où j'étais dans l'expérimentation, dans le calme d'une certaine manière, où j'étais pas brimée à faire autre chose que ce que j'avais envie de faire, j'ai pu être dans la contemplation de la vie, dans ses plans les plus subtils. Ça m'a permis d'observer le vivant de très près, de m'en imprégner, de m'y fondre même. Et je crois que pour moi, comme pour n'importe qui d'autre, la grosse erreur serait de s'enfermer dans un espèce de confort de pensée, sans chercher à se remettre en question. Parce que quand on contemple la vie, en fait on la contemple en continu, dans son évolution, et on se rend compte tous les jours qu'arrivent à notre conscience des paramètres que nous n'avions pas la veille. Et ces paramètres-là, il faut être capable d'une certaine manière de les prendre en compte pour arriver à faire évoluer notre vision des choses. Et c'est ça, moi, qui me passionne au plus haut point dans justement le domaine dans lequel j'exerce. Donc aujourd'hui, la conclusion que je fais de tout ça, pourquoi du coup on s'oriente de telle façon pour notre enfant, nous ce qu'on aimerait, c'est déjà dans un premier temps de ne pas de lui faire entre guillemets appel à maternelle. Il ne s'agit pas de faire un choix pour lui, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas capable de nous exprimer clairement ce qu'il veut, clairement son désir d'expérience,
Nous allons faire les choix comme voilà, en début de vie, hein, on choisit les vêtements, on choisit les couches, on choisit voilà, les rythmes, etc. Voilà, parce que l'enfant n'est pas capable de s'exprimer seul, ou en tout cas, il n'a pas les armes pour se faire comprendre. Nous n'avons pas forcément les compétences pour le comprendre non plus. Donc dans un premier temps, nous pensons ne pas scolariser notre enfant et de vraiment lui laisser accès à un apprentissage libre et autonome. De le mettre au courant le plus clairement possible de comment ça se passe à l'école, voilà, voilà, tout simplement de comment ça se passe, s'il veut aller voir, s'il veut passer une espèce de journée porte ouverte ou de voir différentes écoles, tout ça, de voir quelle est l'ambiance et ce qu'il pense que ça pourrait lui apporter quelque chose, de le laisser faire son choix s'il avait envie, en cours de maternelle ou à partir du CP, d'aller justement à l'école. Et à ce moment-là, c'est pas enfin, pour moi, ce ne serait qu'une expérience qui peut très bien durer une scolarité normale, c'est-à-dire jusqu'en terminale et jusqu'aux études d'après, où il peut très bien choisir de vouloir garder cette vie avec cet apprentissage autonome. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on aurait envie de mettre en place, c'est un champ immense, un grand réseau, pas forcément de gens qui font comme nous, mais que notre enfant ne soit pas en vase clos avec nous, mais qu'il ait une ouverture sur le monde qui soit la plus large possible, qu'il ait vraiment la chance de pouvoir rentrer en contact avec tout organisme, tout être vivant, et de pouvoir en retirer ce qu'il a besoin d'en retirer. Qui rencontre des gens différents, qui puissent voir la vie sous des angles différents. Il n'y a pas une façon de faire, qu'il y en a mille. Qui puissent rencontrer des penseurs, des passionnés de tout âge, de toute culture, de toutes couleurs différentes. Qui puissent aller à la rencontre du vivant et qui puissent retrouver ce que j'appelle moi le règne amical. C'est-à-dire que quelle que soit l'espèce auprès de laquelle mon fils tirera ses apprentissages, qu'il puisse être capable de nouer un lien amical et de partage pour pouvoir ensuite intégrer et se nourrir de ce qui en découlera en fait. C'est pour ça que de mon point de vue, avec mon expérience, avec aussi ce que j'observe autour de moi, le fait d'élever son enfant en vase clos, je pense, est un frein énorme à son évolution. Je pars du principe que lorsqu'on va à l'encontre de nos élans de vie, de nos joies, de tous nos élans, on va aussi, on vient interrompre l'évolution d'un être. Alors, du point de vue qui est le mien, à travers toutes les données que j'ai maintenant en tant qu'adulte, comment je pourrais croire qu'une scolarité ordinaire avec des règles ordinaires serait le meilleur, entre guillemets, terreau pour l'évolution de mon enfant. Un environnement qui soit rythmé de la même manière pour des centaines d'enfants, qui ne soit pas physiologique, qui ne répondent pas aux besoins directs de l'enfant. Comment imaginer que ce soit voilà, le meilleur contexte pour l'évolution de mon enfant? Je vous avoue que c'est compliqué. À mes yeux, la clé de l'apprentissage, c'est de pouvoir avoir le loisir, la liberté de plonger de tout son long dans nos élans pour aller en retirer l'expérience qu'on a besoin d'y trouver. Mon petit bonhomme, il a envie d'être scolarisé et qu'à un moment donné, il se sent pas ou plus à sa place, et bien ça aurait été une expérience et elle sera même, je pense qu'elle sera indispensable parce qu'il aura eu besoin de la faire à ce moment-là. En fait, même si ça peut paraître une vision atypique, c'est nous qui souhaitons nous caler sur son apprentissage à lui et pas lui imposer un apprentissage. Et au final, toujours à mes yeux, c'est comme ça qu'un être arrive à devenir ce qu'il veut, parce que il va avoir le plus souvent, il va avoir les capacités pour aller au bout de ses élans. Et les élans d'amour, les passions, tout ça, ça donne des ailes, ça nous donne vraiment toute l'énergie qu'il faut pour arriver au bout de nos idées, au bout des œuvres qu'on a envie d'accomplir. Et même si on n'atteint pas ses rêves par la porte qu'on croyait, on se rend très souvent compte, en allant au bout, en lâchant pas, qu'en fait on a atteint même au-delà de notre rêve, mais en passant par une fenêtre. Alors peut-être que certains, en m'écoutant parler de ce qu'on projette, la vie qu'on projette de mener avec notre petit garçon, peut-être que certains penseront que c'est de la naïveté,
une utopie, voire peut-être de l'inconscience ou de la négligence. Mais pour nous, en fait, dans notre vision à nous, pas du tout, c'est même le contraire, c'est un choix qui est très réfléchi. Moi, je pense à ça pour ma future progéniture. J'y pense déjà depuis... je crois que j'ai toujours pensé à ça, en fait. La première fois que je me suis vue maman, c'était à l'âge de 16 ans. J'avais déjà envie d'être maman. Et je pensais déjà à la vie, au mode de vie que j'aurais envie d'offrir à mon enfant. Et ça a toujours été celui-là pour moi. C'est même complètement en cohérence avec ce qu'on est tous les deux, moi et Alex. Parce qu'en fait, ce sont des conclusions, même si elles sont toujours éphémères, nos conclusions sont toujours éphémères, mais ce sont des conclusions que nous avons tirées de nos expériences respectives. Et je crois bien que comme tout parent qui se respecte, notre plus grand rôle est de faire de notre mieux avec ce que nous pensons être juste. J'ai conscience que c'est des propos qui sont très délicats, dans le sens où quand on touche à la parentalité, quand on touche à l'enfance, c'est toujours assez délicat parce qu'on aurait l'impression que quand quelqu'un choisit d'éduquer entre guillemets son enfant autrement, ça veut dire qu'il désapprouve les autres façons de faire. Mais il faut bien comprendre que c'est pas sous cet angle-là que je vous fais ce partage. C'est pas une démarche d'être contre un système, c'est d'apporter des paramètres que peut-être nous ne remettons jamais en question parce que le système fonctionne d'une certaine manière et on fait aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait des expériences différentes, nous tous les êtres humains, c'est pour aussi arriver à réajuster les choses au fur et à mesure du temps de notre évolution. Et notre évolution, à moi et Alex, nous a mené à cette conclusion-là, en tout cas pour le chemin qu'on a envie dans lequel on a envie de faire évoluer notre enfant. Et je suis toujours très gênée, que ce soit avec des membres de ma famille ou que ce soit avec d'autres personnes, quand je leur expose ma vision et aussi ce que j'ai étudié par rapport à l'enfance, à l'éducation, à la sensibilité des enfants, à plein de choses. Parce que je crains, c'est une véritable crainte que les parents qui ne font pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes idées, se sentent jugés, comme si en fait je jugeais leur façon de faire, alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir. Je vais finir là-dessus et aussi en conclusion, je vais dire que forcément nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, nous ne connaissons pas la personnalité de notre enfant. Je tiens aussi à préciser que pour moi, un enfant, je commence à l'intégrer même de plus en plus. Je pense que j'en avais une compréhension avant, mais qu'elle s'affine de plus en plus au fil du temps. Pour moi, un enfant, c'est pas un espèce de vase à remplir de connaissances. Pour moi, un enfant, comme n'importe quel être, c'est comme une petite graine germée. Elle est germée. Elle est déjà finie, elle est déjà dans... Elle a déjà tout son potentiel en elle, en fait. Pour moi, le rôle le plus important du parent, c'est de faire en sorte que cette petite graine soit dans l'environnement qui est la plus propice pour elle, pour pouvoir déployer toutes ses branches, tous ses fruits, pouvoir partager ça avec le monde et apporter à ce monde et échanger avec le monde. Tandis que si on limite l'épanouissement de cette petite graine, eh ben, ça ne va pas l'empêcher de pousser. Mais par contre, ça peut la retarder, ça peut faire qu'elle pousse un petit peu tordue. Nous commençons à avoir conscience vraiment que nous ne construisons pas notre enfant, nous ne construisons pas sa personnalité. Bien sûr qu'on y met des influences, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que le contexte de vie, le contexte de famille va rentrer en compte dans l'apprentissage, dans l'évolution de cet enfant. Mais ce n'est pas nous qui déterminons cela. Un enfant devient ce qu'il est. Nous ne le fabriquons pas. C'est toujours délicat, surtout pour des futurs parents, d'imaginer qu'un enfant est déjà entier et en fait qu'il n'y a qu'à lui apporter les bonnes conditions, à le laisser évoluer, à pouvoir lui tendre la main au moment où il en a besoin et à pouvoir lui enlever les petits trous du vélo quand il en a plus besoin. Nous avons en nous toutes les clés et les enfants ont en eux toutes les clés pour réussir à faire évoluer la société de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique et c'est pour ça que je me dis pas que de faire des enfants, ça va polluer plus ou voilà, etc. C'est parce que c'est, d'une certaine manière, c'est vrai, mais on se dit que c'est les petites graines qu'on plante aujourd'hui qui vont déterminer le monde dans lequel on vivra demain.
Et en tout cas, on est très 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 fiers de pouvoir être complètement au cœur de ce changement-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout plein d'amour.